Bonjour à tous, je suis Claire Parisel, fondatrice de l'agence Pinacle, et aujourd'hui je suis avec Lise Malaisé, psychologue spécialisée dans l'autisme, pour parler de la notion d'autisme et d'emploi. Alors, merci Lise Malaisé de nous recevoir. Peut-être que dans un premier temps, vous pouvez nous définir ce qu'est l'autisme. Donc l'autisme, c'est un trouble de la socialisation et de la communication associé à des intérêts spécifiques et bien souvent des troubles sensoriels. La notion d'autisme telle qu'elle existe elle existe depuis longtemps, mais depuis 2015, on l'a définie comme un trouble du spectre autistique. Ce qui veut dire qu'il y a tout un éventail de difficultés, de forces, de différences. Ça peut aller d'un degré très sévère de trouble, avec par exemple une absence de langage, ou des traits beaucoup plus légers. Donc il y a parfois un retard mental associé, mais pas toujours. Il peut même y avoir un haut potentiel intellectuel associé, ça n'a pas de lien. Donc je pense que là, autisme et emploi, on va plutôt parler de personnes qui ont des difficultés assez légères, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en souffrent pas ou que c'est compliqué. Mais on sera moins sur un public qui a un degré de sévérité fort. Parce que du coup, la question que je voulais vous poser, c'est au sujet de la reconnaissance en fait du statut handicapé éventuel d'une personne autiste. Est-ce que cette reconnaissance, elle se passe pour toutes les personnes qui sont dans le trouble du spectre autistique ? Est-ce que du coup, il y a par exemple des facilités d'accès à l'emploi avec cette reconnaissance de personnes handicapées ? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors de l'expérience que j'en ai vue, oui, la RQTH peut s'appliquer à des personnes qui ont un diagnostic officiel. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment établir un diagnostic auprès d'un médecin, d'un hôpital. Ce diagnostic, il s'établit même maintenant quand peut y avoir cette reconnaissance diagnostique, même quand il y a des troubles finalement assez légers, parce que maintenant ça rentre dans les critères diagnostiques. Et oui, la RQTH peut ouvrir le droit à des aménagements au travail, à des agents spécialisés, par exemple Cap Emploi. Après, ça dépend des profils, ça dépend ce que les personnes recherchent. Certaines personnes n'ont pas forcément envie de passer par cette reconnaissance-là, n'ont pas forcément envie de parler à la médecine du travail de leurs difficultés ou même parfois de leur diagnostic. Là, c'est vraiment un choix personnel aussi, c'est aussi un peu de cet ordre-là. Mais oui, il peut y avoir une reconnaissance possible et des aménagements, ça existe. Et vous diriez que ça concerne quel pourcentage de la population ? L'autisme, alors les statistiques ne sont pas toutes exactement les mêmes, mais on est quand même sur quasiment 1% de la population. Ce qui veut dire, donc ça c'est des statistiques qu'on a plutôt chez les enfants, chez les adultes on a moins de chiffres, mais ce qui veut dire que ça concerne quand même pas mal de personnes. Et parmi ces personnes, à quel pourcentage est-ce que vous estimeriez justement le nombre de personnes pour qui l'accès à l'emploi est une réelle difficulté ? Alors ça c'est difficile à dire, pareil il n'y a pas vraiment de chiffres. En général, moi de mon expérience et des patients que je reçois, ça reste pas simple, on va dire ça comme ça. Même sur des personnes qui peuvent avoir des difficultés assez légères, c'est des difficultés, quand on a des difficultés de communication et de socialisation, l'accès à l'emploi, forcément il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu, le fait de passer un entretien d'embauche, le fait de réussir à travailler en équipe, le fait d'avoir des collègues, ça peut être compliqué. Donc même des personnes qui ont des traits assez légers peuvent ressentir des difficultés, soit à trouver un emploi, soit à le conserver, ils peuvent avoir des parcours souvent assez atypiques. D'accord, et typiquement, est-ce que par exemple, si une personne est en difficulté pour préparer un entretien d'embauche ou pour gérer ses relations avec ses collègues au travail, elle peut solliciter un rendez-vous avec un psychologue pour l'aider justement à appréhender ce type de jeu social, de comportement social. Est-ce que c'est une chose, par exemple, sur laquelle vous travaillez? Et si oui, comment est-ce que vous travaillez? Alors oui, ça se travaille. Donc les psychologues spécialisés peuvent
travailler, c'est la sphère qu'on appelle des habiletés sociales. Donc pour les enfants, ça va être apprendre à jouer à chat dans la cour de récréation, à se faire des copains. Mais pour les adultes, bah oui, ça va être apprendre à passer un entretien d'embauche, débriefer sur des situations au travail qui peuvent être compliquées et voir comment on peut trouver des pistes et des solutions ensemble. Ça peut se travailler par des jeux de rôle, par exemple. Ça peut se travailler ou vraiment une préparation en fait mentale, parce que bon. L'entretien d'embauche, par exemple, c'est un exercice social. Hein. Enfin, il y a des conventions liées à ça, il y a des choses qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se préparer. Les psychologues, certains qui sont spécialisés peuvent le faire. Il y a aussi des coachs, par exemple, du travail qui peuvent le faire. C'est des choses qui existent. C'est pas très très répandu encore, malheureusement, mais ça existe. D'accord. Et une autre question qui me vient en vous écoutant, en fait, c'est celle du diagnostic possible de l'autisme et du fait que récemment, on a beaucoup parlé d'autisme au féminin. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ? Alors l'autisme au féminin, effectivement, on en parle beaucoup depuis environ 2-3 ans parce que en fait, on s'est rendu compte dans les critères diagnostiques qu'on avait de l'autisme, bon déjà on avait un ratio de garçons et d'hommes qui était bien plus fréquent que des femmes. Il y avait 4 personnes diagnostiquées sur 5 étaient des hommes et qu'une personne sur 5 des femmes. Donc maintenant ça a tendance à bouger ça, parce on s'est rendu compte que les femmes ne présentaient pas exactement les mêmes signes que les hommes, et qu'aussi que les petites filles, les jeunes femmes, les femmes avaient plus de capacité, on va dire, de ce qu'on appelle le masking, de cacher en fait leurs difficultés, parce qu'on socialise aussi beaucoup plus les filles à être justement sociable, à sourire, à regarder dans les yeux, à s'occuper des autres. Donc c'est des compétences qu'on travaille plus chez les petites filles dès l'enfance. Donc forcément, chez les femmes, du coup, elles avaient acquis plus de capacité de, entre guillemets, faire semblant ou de masquer. Donc ça veut pas dire qu'il y a des difficultés, parce que même si elles arrivent à faire illusion, souvent elles rentrent chez elles épuisées le soir, par exemple. Et ça peut favoriser des burn-out au travail. Donc on a élargi un peu les critères diagnostiques, notamment on s'est rendu compte aussi chez les femmes que ça se traduisait beaucoup plus par des difficultés sensorielles, des troubles sensoriels, que les intérêts spécifiques étaient entre guillemets, je vais dire mettre plein de guillemets sur ce mot, mais plus adaptés. Donc socialement ça paraissait moins bizarre. Vous avez un exemple ? Par exemple, moi j'ai des patientes, des jeunes femmes adolescentes, leurs intérêts spécifiques, ça va être le dessin, ou ça va être les chevaux, ou ça va être des disciplines artistiques. Donc on se dit, une jeune fille qui dessine, c'est comme toutes les jeunes filles, enfin, ça ne paraît pas bizarre, alors qu'un jeune garçon ou qu'un adolescent qui adore connaître par cœur les horaires de train de la gare Saint-Lazare, là ça paraît plus bizarre en fait. Donc c'est des choses qui sont... Pourtant le mécanisme psychologique peut être le même, mais socialement ça va être bien plus accepté et admis en fait. Voilà, c'est aussi bête que ça, on va dire ça comme ça. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'intérêts spécifiques qu'on retrouve par exemple chez les garçons, chez les filles ? Alors ils peuvent être très variés, hein. Enfin, c'est un peu comme tout un chacun, on peut avoir des passions dans la vie en fait. C'est juste que la différence c'est que ça peut être assez obsessionnel et assez envahissant, et donc créer une gêne chez la personne, ça peut arriver. Donc on peut avoir, ça peut être très très varié, ça peut être sur la botanique, sur l'informatique, sur une discipline artistique, sur des cartes, des réseaux, ça peut être des choses beaucoup plus spécifiques, sur les plantes carnivores ou sur les réseaux de tuyaux des égouts de Paris, enfin vraiment là il y a une palette de choses qui sont très très différentes en fait. Du coup, en un sens, on pourrait estimer que ces personnes ont des intérêts spécifiques dans un domaine et acquièrent une réelle compétence dans ce domaine. Alors oui, bien sûr, très souvent, elles acquièrent presque une surcompétence en fait dans un domaine très spécifique qu'elles connaissent de façon encyclopédique. Mais alors souvent, ça ne veut pas dire que ça peut se transformer en emploi. En fait, ça c'est un peu le piège. Parce que déjà, mais comme n'importe qui, on ne peut pas forcément vivre de sa passion, c'est pas toujours possible concrètement, réellement.
Et en plus se surspécialiser dans un domaine très 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 restreint, ça veut pas dire qu'on va réussir à généraliser ses compétences et à exploiter tout ce qui va autour. C'est pas par exemple parce qu'on connaît je sais pas, toutes les races de chevaux, qu'on va réussir à travailler dans ce domaine-là qui est très vaste, qui implique aussi des compétences sociales, qui implique aussi des compétences de savoir vendre son travail, de savoir passer un entretien d'embauche, de savoir passer des diplômes aussi en lien avec l'emploi. Donc tout ça, ça implique vraiment, c'est pas parce qu'on connaît très très bien un domaine qu'on arrive finalement à transformer ça en travail en fait. Parce que justement, si je me souviens bien, à un moment, une des politiques concernant justement l'intégration des publics autistes dans le champ de l'emploi avait été en fait de valoriser leurs intérêts spécifiques en se disant voilà, telle personne adore coder, donc pour elle ça sera une immense opportunité que de travailler dans le champ de l'informatique. Vous, qu'en pensez-vous en fait ? Donc ça part d'une très très bonne intention. C'est un peu ce qu'on pourrait se dire d'une manière assez... voilà, une personne adore tel domaine, on va la faire travailler dans ce domaine. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les ondes de l'informatique, c'est pas parce qu'une personne aime coder, et très souvent va aimer coder une sorte de chose très spécifique, etc., qu'elle va réussir à travailler en open space avec des collègues, en équipe, ou qu'elle va réussir à manager une équipe, ou toutes ces choses qu'on retrouve dans l'univers de l'informatique, par exemple. Donc, c'est là où il faut faire attention. Et en plus, certains intérêts ne peuvent de toute façon pas réellement se transformer en emploi. Je vais vous donner un exemple. J'avais l'exemple d'un patient qui adorait, qui était passionné de cinéma et qui connaissait par exemple beaucoup de citations de films par cœur, etc., qui avait une très très grande culture dans ce domaine-là. Et il avait très envie de faire du doublage de cinéma. Sauf que, en fait, il avait, comme ça peut être une des difficultés des personnes autistes, il avait un ton de voix très monocorde et il n'arrivait pas du tout à s'exprimer avec sa voix. Et donc, c'était impossible du coup pour lui de faire, d'exercer l'emploi qu'il aurait aimé faire en fait. Donc, ça montre aussi les freins. Il faut vraiment prendre l'emploi dans toutes ses dimensions et pas seulement dans le cœur du métier, on va me demander de coder. Donc, je vais réussir à le faire et donc, je me dirige vers cette voie-là. En fait, un travail, c'est plein de paramètres autour qu'il faut prendre en compte. Et il faut être vigilant à ça en fait. Parce que si je comprends bien, ça rajoute encore de la souffrance à une situation qui est déjà douloureuse. Le fait de croire qu'on va pouvoir trouver un travail, un emploi, une place dans son intérêt spécifique et en fait se rendre compte d'une inadaptation supplémentaire. C'est ça, et ça peut avoir de grosses désillusions, ça peut aussi avoir un effet de perte de temps. Enfin, quand on essaie pendant plusieurs années, on se dit moi je suis passionnée de ça, donc je veux faire un travail là-dedans, mais qu'on n'y arrive pas, et que oui, c'est une désillusion énorme qui peut aboutir à des affects dépressifs, à de l'anxiété, etc. Donc voilà, parfois, moi les patients finalement qui arrivent dans l'emploi et qui s'en sortent bien, certains peuvent travailler dans le domaine de leurs intérêts spécifiques, mais pas tous. Et souvent, c'est ceux qui ont réussi à trouver un travail qui leur convient, où tous les paramètres sont bien réunis pour qu'ils se sentent bien, et qui vont peut-être, du coup, faire le choix que leurs intérêts spécifiques, c'est leur passion, c'est à côté. Ils le font le week-end et le soir, ils trouvent un travail qui n'est pas trop prenant, peut-être à temps partiel, etc. Mais ils peuvent exercer leur passion comme bon leur semble, sans contrainte à côté de ça. Et du coup, c'est une stratégie qui est adaptée par un public non autiste, pour le coup. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, c'est pour ça que je vous dis finalement, ok, on est sur des personnes qui peuvent avoir des difficultés spécifiques, qui ont aussi des forces spécifiques, une façon de raisonner et de penser dont on pourrait se servir dans une entreprise. Mais finalement, parfois c'est aussi un peu du bon sens. Enfin voilà, on ne peut pas forcément promettre à une personne de travailler, par exemple, là je reviens aux disciplines artistiques, qui sont des disciplines, enfin pour tout un chacun, c'est pas facile d'en vivre, et on ne peut pas promettre à une personne qu'elle va réussir à en vivre parce que c'est son intérêt spécifique en fait. On ne peut pas garantir ça et ce serait malhonnête en fait d'entretenir cette illusion. Et alors, une question qui me vient en écoutant tout ça, donc effectivement, une stratégie pour un public du trouble du spectre autistique, c'est pas forcément d'utiliser son intérêt restreint pour construire son projet professionnel. Néanmoins, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques d'aide à l'emploi, justement, pour des publics, alors,
qu'ils aient fait reconnaître justement leur handicap ou non. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça un petit peu ? Alors, des dispositifs spécifiques, il en existe malheureusement, enfin moi je trouve trop peu. Par contre, quand il y a une reconnaissance RQTH, il y a des aménagements dans des entreprises qui sont possibles. Par exemple, moi c'est des choses que j'ai travaillées avec certains patients qui ont notamment, une des choses dont les personnes autistes se plaignent le plus au travail, c'est les difficultés sensorielles. Ça va être un environnement trop bruyant, ça va être le fait qu'on leur impose des réunions avec plein de conversations croisées, le fait d'être interrompu dans leurs tâches, ce genre de choses. Parfois aussi le fait d'avoir des horaires trop rigides alors qu'eux ils préféraient pouvoir que ce soit un peu plus à la carte. Donc là ce sont des choses dans le cadre d'une RQTH où on peut demander des aménagements. On peut demander à avoir par exemple des panneaux anti-bruit et ça les entreprises peuvent bénéficier d'aides. À partir du moment où ils ont un salarié qui a cette reconnaissance, ils peuvent avoir des aides pour aménager le poste de travail. Ça c'est des choses qui existent. Faut pas avoir honte de les demander. Après pareil, c'est une démarche personnelle, ça veut dire que clairement quand on fait installer des panneaux anti-bruit par exemple dans l'open space, bon bah les autres salariés savent que vous avez des difficultés avec le bruit, enfin ça se voit. Donc ça c'est vraiment une démarche de tout un chacun, mais c'est des choses qui sont possibles. Il faut passer souvent par la médecine du travail aussi pour l'obtenir, mais ça existe. Après, sur des dispositifs spécifiques d'accompagnement, il y a des initiatives qui restent assez, j'ai pas envie de dire anecdotiques parce qu'elles sont intéressantes, mais en tout cas, elles ne sont pas assez répandues. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Auticonsult qui recrute des consultants autistes et qui les inclut en fait en entreprise, et qui fait tout un travail avec de grandes entreprises pour mettre ces consultants au sein de leurs équipes. Donc ça, c'est des initiatives qui sont intéressantes. Je pense qu'il faudrait... En fait, on a de plus en plus d'aménagements pour les enfants dans les écoles. Par contre, les adultes, ça reste encore très très à la traîne, que ce soit pour les publics étudiants en formation ou les publics adultes après dans l'emploi. Il y a encore beaucoup de choses à penser, à réfléchir. Il y aurait clairement un besoin d'accompagnement, par exemple avec une personne qui accompagne, par exemple pendant un mois, c'est un tutorat en fait. Pour vraiment comprendre comment fonctionne l'entreprise, quelles tâches lui sont demandées, comment il peut réussir à faire connaissance avec ses collègues, etc. Après, dans le fonctionnement du travail aussi, honnêtement, ça interroge aussi un peu le système parce que les personnes autistes, c'est des personnes qui souvent ne vont pas réussir à monter en hiérarchie, se faire bien voir de la hiérarchie ou monter les échelons, pas parce qu'elles sont pas compétentes, mais parce qu'elles n'ont pas de compétences sociales, réussir à bien se faire voir de ses collègues, réussir à augmenter leur réseau, réussir à entre guillemets bien se faire voir de leur hiérarchie, mais pas par la qualité de leur travail, mais par des relations sociales. Donc c'est vrai que finalement les emplois, on va par exemple, je pense par exemple à la fonction publique, où en fait il y a juste des grilles et des échelons qu'on monte et il n'y a pas besoin de ce travail de réseau ou de tout ce qu'on appelle nous le small talk, de devoir un petit peu parler avec tout le monde, bien se faire voir dans l'entreprise. Ça c'est souvent un exercice qui est difficile pour eux, et alors qu'ils sont très compétents. Donc ça c'est vraiment dommage, et je pense que il faut aussi que les employeurs, les managers soient attentifs quand ils ont une personne, qu'elle soit autiste ou non d'ailleurs, à reconnaître les compétences de chacun au-delà de ces capacités-là à bien se faire voir, à parler aisément en réunion ou à entretenir de bonnes relations avec la hiérarchie, quoi. Et une question me vient en vous écoutant, est-ce que y a des associations ou des organisations qui font de l'éducation en fait à l'autisme en entreprise pour sensibiliser les managers justement au mode de fonctionnement spécifique de ces publics? Alors ça commence un peu à se développer, mais c'est encore des initiatives qui sont très très locales en fait. C'est des associations qui ont souvent un peu de moyens, parce que souvent c'est des initiatives, comme beaucoup de choses dans l'autisme, qui sont nées par exemple de familles, ou de parents, ou de personnes autistes elles-mêmes, et donc c'est pas forcément des associations qui sont subventionnées. On en parle de plus en plus dans les médias de l'autisme, mais une vraie éducation dans les entreprises, malheureusement non. Et il y a des belles initiatives qui ont été prises, je pense
Par exemple, je cite un exemple, mais l'entreprise Andros qui a embauché beaucoup de personnes autistes dans son usine, mais pourquoi ? Parce que le PDG a un enfant autiste en fait. Donc on voit pourquoi les gens sont sensibilisés au problème ou non, c'est souvent parce que ça les touche personnellement, plutôt que de se dire c'est une vraie problématique de société. Donc que ce soit d'ailleurs pour les personnes autistes ou les profils neuroatypiques en général, hein, ça peut aussi fonctionner avec des personnes qui ont un trouble de l'attention, des personnes qui ont des difficultés par exemple de type dyslexie, etc. Pourquoi elles sont mal vues en entreprise ces personnes, des personnes qui ont des hypersensibilités sensorielles, pourquoi le cadre de l'entreprise ne leur convient pas, et en fait souvent adapter l'entreprise ça fait du bien à tout le monde en fait, ça profite à tout le monde. Et est-ce que vous auriez une liste, par exemple, d'entreprises qui sont favorables à un public autiste ? Donc vous avez cité Andros, est-ce que vous en connaissez d'autres ? Là, pas énormément. Parce que finalement, je vous dis, c'est des initiatives qui peuvent être assez locales. Moi, dans ce que j'ai observé de mon expérience avec mes patients, la fonction publique finalement, alors pareil, hein, j'imagine que ça dépend vraiment de quelle mairie, de quelle institution, etc. Mais dans la fonction publique, il y a quand même des opportunités. Ça va être, en fait, de toute façon, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment de voir l'environnement de travail. Moi, dans l'expérience que j'ai vue chez mes patients, c'est pas forcément s'attaquer au contenu du travail, c'est l'environnement de travail. C'est quelles vont être mes interactions avec mes collègues, quel va être mon environnement, c'est vraiment se projeter. Tiens, ma journée de travail ça va être comme ça, je vais arriver, je vais avoir un bureau séparé ou je vais être en open space, je vais devoir prendre beaucoup les transports en commun ou pas, je vais devoir enchaîner différentes tâches ou on me demandera la même chose, je vais avoir beaucoup d'autonomie ou au contraire j'aurai quelqu'un qui va me dire précisément quoi faire. Donc c'est vraiment ces paramètres là qu'il faut tenir compte. Donc ça en fait ça peut se dérouler dans plein d'endroits. J'ai pas un domaine à citer qui serait favorable aux personnes autistes ou pas. En fait, même je pense au sein d'une même entreprise, en fonction de l'équipe avec laquelle on est, en fonction de son manager, en fonction des tâches qu'on va nous demander, ça va être très très différent. Donc du coup, c'est vraiment beaucoup plus au moment de prendre de choisir un emploi. Je pense que les personnes doivent vraiment se projeter dans ça va être quoi mon environnement de travail, ça va être quoi concrètement une semaine de travail pour moi, qu'est-ce qu'on va me demander, qu'est-ce que je suis capable de faire. Parce qu'en fait, il y a des personnes autistes, par exemple, qui vont adorer avoir plein d'autonomie et s'organiser comme elles veulent, et qu'on les laisse un petit peu tranquilles dans leur coin. Et au contraire, certaines qui vont pas, par exemple, avoir des difficultés dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives en psychologie, des difficultés de planification, d'organisation. Et au contraire, elles vont avoir besoin d'avoir une hiérarchie, un manager qui va leur dire précisément maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça. C'est ça qui va les aider. Donc là, il n'y a pas c'est difficile de faire des généralités, en fait. D'accord. Et alors du coup c'est intéressant parce que ce que vous décrivez là précisément, le fait de se projeter dans un emploi, le fait d'analyser en fait les différentes tâches, l'environnement de travail, les types d'interactions, c'est des éléments en fait qui peuvent être envisagés à travers un bilan de compétences. Donc en tout cas, nous c'est celui qu'on pratique, qui est vraiment orienté simulation, qui permet à la personne de se projeter réellement dans les projets possibles. Et alors, en toute transparence, est-ce que vous conseilleriez à un public autiste de faire un bilan de compétences ? Oui, ça peut être une solution, clairement, pour déjà se poser la question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et aussi de quoi je suis capable, en fait. Pour justement éviter ces effets de cercle vicieux où on essaie des emplois, ça se passe pas bien, donc on est de plus en plus stressé, de plus en plus anxieux à l'idée de rentrer dans l'emploi. Et moi j'ai des patients comme ça pour qui du coup vraiment l'emploi c'est devenu aversif et voilà, ils rentrent dans une spirale très très compliquée. Donc ça peut être bien d'avoir ce moment de réflexion où on se pose. Un bilan de compétences, oui, c'est bien adapté. Ça peut être, il y a des coachs du travail, ça peut être aussi avec un psychologue, mais bon, dans ce cas-là, ça va être plus des profils, on va dire, psychologues du travail, des gens qui connaissent bien ce milieu-là, ou vraiment des psychologues très spécialisés pour l'autisme adulte, parce que nous, on est habitués, c'est une des grosses problématiques de nos patients, en fait. On ne va pas seulement traiter une dépression ou un burn-out si on ne prend pas le contexte dans sa globalité et le contexte de l'emploi. Donc, du coup, oui, ça peut être une option. Et surtout, voilà, un bilan,
qui vraiment prennent en compte tous les paramètres et pas seulement j'ai envie de faire ça, parce que ça c'est, comme je vous dis, c'est un peu le piège et bah, c'est pas toujours entre guillemets facile à entendre, mais ça c'est même pas que pour les personnes autistes. Mais oui, il faut vraiment prendre en compte toute cette globalité de l'environnement et tous les paramètres autour, quoi. C'est extrêmement enrichissant, merci. Est-ce que éventuellement vous auriez une remarque, un conseil à formuler à une personne justement qui se sentirait peut-être relevée du trouble du spectre autistique ou qui saurait qu'elle est réellement autiste? Est-ce que vous auriez une remarque à lui formuler pour l'accompagner, l'aider dans sa réflexion sur l'emploi? Alors, il n'y a pas de parcours type. En fait, toutes les personnes sont différentes, ont des parcours très différents. Pour certaines personnes, ça va être très très aidant d'aller au bout d'un parcours diagnostique, par exemple, de faire vraiment une reconnaissance RQTH, de se faire aider par des dispositifs, etc. D'autres personnes n'ont pas envie, pensent clairement qu'elles ont des traits, des troubles autistiques, mais ne vont pas faire la démarche jusqu'au bout. Bon, quand on est adulte, ça relève vraiment, moi je trouve, d'une démarche personnelle. Par contre, une des choses que je constate, c'est qu'on ne peut pas exiger des aménagements en entreprise si on n'a pas de reconnaissance, en fait. Ça ne fonctionne pas. Parce que les employeurs ne comprennent pas, parce que parfois c'est des traits qui sont assez discrets, parce que parfois c'est des personnes qui arrivent quand même à masquer. Donc en fait, elles sont épuisées le week-end en rentrant chez elles, mais au travail, l'employeur ne voit pas forcément trop de problèmes, ou alors va mettre ça sur le compte de la paresse ou la fatigue, enfin voilà, presque entre guillemets des caprices de la personne par rapport à d'autres employés, quoi. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une démarche où pour bénéficier d'aménagement, il faut avoir quand même des éléments pour les justifier en fait. Mais comme je vous dis, pour moi ça interroge une problématique d'emploi et de société plus globale sur comment on aménage les postes de travail. Il y a aussi ce que j'ai pas mentionné, mais voilà, il y a le télétravail aussi qui peut être une solution. Alors pas tout le temps. Pareil, un des petits pièges aussi que je vois chez mes patients, c'est le fait de se lancer en freelance, qui peut être tentant pour des personnes qui se disent moi j'aime bien être tout seul, pas forcément avoir des relations d'équipe avec des collègues, mais en fait se lancer en freelance, ça veut dire maîtriser tous les paramètres, ça veut dire savoir vendre ses produits, ses prestations, ça veut dire savoir faire sa comptabilité, ça veut dire, c'est énormément de paramètres, donc ça peut fonctionner, mais il faut en tenir compte aussi de ça. Et le télétravail, c'est pareil, ça peut être une solution parce qu'on se dit je reste chez moi dans un environnement sensoriel qui me convient mieux, que je peux aménager comme je veux, mais par contre ça veut dire plus d'autonomie et parfois j'arrive pas à travailler avec autant d'autonomie. Donc ça peut être du télétravail de temps en temps, ça peut être trouver plus de souplesse et proposer tous ces dispositifs peuvent permettre aux personnes de trouver plus quelque chose, un aménagement qui leur convient. Et ça peut être des aménagements qui sont proposés à d'autres, d'ailleurs, pas seulement aux personnes autistes. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On espère que cette capsule vous aura intéressé et aura répondu à des questions sur l'autisme. Si vous êtes concerné par l'autisme, aura répondu justement à des préoccupations que vous pouvez avoir. Si au contraire vous n'avez jamais entendu parler de ce sujet-là, vous aura donné envie d'en apprendre plus pour permettre, comme le soulignait le docteur Malaisé, la psychologue, pardon. Ouais. Oui, pardon. Comme le soulignait la psychologue Lise Malaisé, une inclusion plus générale en fait de ces publics dans la société pour ensemble construire les conditions, de meilleures conditions de vie en fait.